Mesdames, Messieurs, on se retrouve au studio pour recevoir ce soir Monsieur Mostafa Reda, expert économiste, et Monsieur Raouf Daafar, conseiller d'un fonds financier. Bonsoir Monsieur Reda. Bonsoir. Monsieur Daafar. C'est donc avec Monsieur Reda que j'entame par une question à caractère un peu plus politique qu'économique, puisque toute l'émission sera essentiellement consacrée à l'économie. Alors, quel est, selon vous, le degré d'importance de cette tournée asiatique du président Abdel Fattah el-Sisi à quelques jours de sa visite en Russie? Moi, je vais vous dire, cette visite est très très importante parce que au passé, le régime concentré, on a donné leur attention à l'Amérique peut-être et l'Europe, au continent européen. Maintenant, après le 25 janvier et après le changement qu'on avait au régime ici, et on a vu les réactions de quelques pays contre ce qui est arrivé ici en Égypte. Alors, notamment après le 30 juin. Exactement. La nouvelle stratégie, c'est qu'on a changé. On ne va pas concentrer sur un pays ou un continent. On va avoir des relations avec le monde entier, avec tous les pays. Et certainement, comme vous avez dit maintenant, la Russie et la Chine sont des importants pays. Ils ont un très bon pouvoir. Et économiquement, ils peuvent nous aider. Nous allons avoir des armes de la Russie et peut-être de la Chine. Beaucoup des projets qui vont être financés avec la Chine. Je vais vous donner un exemple, c'est le train. Il y a un train qu'on va faire entre Alexandrie-Aswan Alexandrie-Aswan et le Caire à Ramadan. Il y a ces deux-là, ces deux grands projets alors. Certainement, ça nous donne une signification qu'on doit changer notre stratégie. On ne va pas concentrer sur un pays ou sur un continent. Et ça va peut-être changer l'attitude des autres pays qui ont été contre que ce qui est arrivé en Égypte après le 25 janvier. Bien, est-ce que vous pensez toujours que l'Égypte persistera dans cet état d'esprit? Parce que parfois, les médias nous donnent l'impression que dès que, par exemple, un responsable américain dit quelque chose d'assez agréable pour les Égyptiens, c'est fini. Les Égyptiens ont comme oublié tout ce qui s'est passé avant, toutes les critiques qui ont été faites à notre égard. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est sérieux et que l'Égypte vient vraiment se tourner vers d'autres pays autres que l'Europe occidentale ou les États-Unis qui ont soutenu finalement un groupe qu'eux-mêmes considéraient comme terroriste? Exactement. Moi, je vais vous dire, on ne va pas élever les relations avec les États-Unis et avec l'Europe. Mais comme je vous dis depuis, on les conserve. On va avoir les relations avec tout le monde. Et ça sera durable. Ça sera durable, c'est fini. Oui. Ça, c'est très, très important parce que je vais vous dire, si vous allez au passé, quand on avait les relations avec la Russie, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de restrictions que la Russie a imposées sur le président Sadat et le président Nasser pour avoir les armes et tout ça. Et ça, certainement, ça a causé beaucoup de tort et beaucoup des problèmes. Maintenant, certainement, quand les États-Unis et l'Europe vont voir qu'on a des sources pour les armes, pour l'économie, ce ne sont pas des sources normales, ce sont des sources internationales, ce ne sont pas des sources traditionnelles. Tout ça va changer l'attitude, comme je vous ai dit, des pays qui ont été contre ce qu'on a... Des Américains et des Européens. Exactement, oui. Bien, Monsieur Raouf Daafar, quels sont les résultats de la visite à Singapour du président Abdel Fattah el-Sisi, tant au niveau de la gestion portuaire que de la gestion logistique et des échanges économiques de manière plus générale? Bon, alors, en principe, vous savez, la Singapour, c'est une île et elle a fait un saut assez important, particulièrement sur le plan port. Je pense que les négociations et les pourparlers avec le gouvernement là-bas étaient concentrés sur la gestion portuaire,
en principe, et puis l'établissement des centres logistiques sur l'axe du canal de Suez. Et des contrats ont été signés en ce sens? Des accords, disons. Des accords. Oui, je n'ai pas entendu parler de contrats définis, mais au moins il y a des accords qui peuvent se comprendre comme des contrats. Donc ça va s'implémenter très, très rapidement. Et d'autre part, je pense que l'application stricte des lois en général, c'est une des raisons comme quoi la Singapour s'est élevée. Elle est connue pour l'application très stricte, même des lois concernant la propreté. C'est ça. Une des villes les plus je propres pense du monde, qu'on doit... On paye assez cher quand on jette un papier. C'est ça, c'est ça. Déjà. Alors, je pense qu'on doit profiter... Vous pensez que nous pouvons profiter de ça vraiment? Bon, ils ont passé par l'expérience. Ou est-ce que les Singapouriens sont plus disciplinés que les Égyptiens? Bon, éduqués. Il n'y avait pas de l'éducation, mais ils ont mis le dossier de l'éducation comme une priorité chez eux. Alors ici, on doit faire de même. Mais en principe, savoir comment appliquer ces lois. Et je pense qu'on va en profiter. Moi, je pense. Singapour a aussi profité de la forte densité, puisque c'est une cité-État toute petite, mais qui compte près de 5 millions d'habitants. Oui. Et donc, elle a profité de la main-d'œuvre, des ressources humaines qui s'y trouvent. C'est ça. Est-ce que vous pensez que nous pourrions emprunter à Singapour son expérience et l'appliquer à l'Égypte pour la formation de notre importante main-d'œuvre potentielle? Oui. Vous savez, le dernier cabinet ici a été... on a introduit un nouveau ministère, qui est le ministère comment dire... la formation professionnelle. Exactement. Et je pense que ça, c'est une bonne question, parce que oui, on doit profiter de leur expérience et puis essayer d'utiliser... nous n'avons que la population. Et ça, c'est voilà. Peut-être un peu de gaz naturel. Voilà, mais on doit se concentrer sur le peuple, parce que c'est ici la richesse. Alors, on les entraîne de façon technique professionnelle, comme quoi on peut très bien profiter des 80 millions qui existent. Vous partagez cette opinion? Oui, définitivement. Et vous croyez est-ce que l'Égypte pourra effectivement transformer sa main-d'œuvre qui n'est pas encore bien formée en une main-d'œuvre disciplinée et formée d'une manière convenable? Ça prend du temps. Parce que on peut pas, ça c'est une attitude. On ne peut pas changer ça dans peut-être... Vous ne croyez pas que des salaires non, pas du tout. motivants peuvent justement motiver? La discipline, ce n'est pas une question d'avoir un salaire. Je peux vous donner un très grand salaire et vous n'obéissez pas le trafic, par exemple. Je vais vous dire un exemple très simple. C'est une attitude de oui, mais si je paye des contraventions à chaque fois que je grille un feu rouge, ça ne va pas durer longtemps, je serai discipliné assez vite. Je vais vous dire, on paye beaucoup d'argent maintenant pour... On ne paye pas toujours, c'est pour ça. C'est-à-dire, parfois, il y a 10 cas, 9 sur 10 cas, 9 passent, et le 10e se fait prendre. Oui, vous avez raison. Si c'était strictement appliqué, je crois qu'au bout de 2 fois, ça serait réglé. On va penser 10 fois. Donc là, c'est la responsabilité de l'État. Oui. Et qui est facile à avoir puisqu'il a le pouvoir. Ça, vous avez raison. Oui. Ça, alors, c'est une question d'attitude. On doit changer l'attitude des Égyptiens parce que, comme vous avez dit, comme M. Raouf a dit, c'est la discipline. Si on a de la discipline, et chacun va faire ce qu'il doit faire, ça marchera. Aussi, les employés qui travaillent au gouvernement, on a 6 millions d'employés. On travaille 27 minutes par jour. Alors ça, c'est ridicule. Donc, il n'y a pas un pays au monde qui a un employé qui travaille 27 minutes par jour. Et après, on veut de l'argent, on fait des troubles et tout ça. Et
comment on va faire tout ça? Monsieur, le plus souvent, ce ne sont pas les fonctionnaires qui font des troubles, ce sont des ouvriers qui travaillent plus que 27 minutes. Pas au secteur public, peut-être c'est au secteur privé. Mais au secteur public, moi je ne pense pas que les ouvriers, personne ne peut travailler. Ça, c'est dans les statistiques du gouvernement, ce n'est pas moi que je vais dire ça. C'est le gouvernement qu'on a dit qu'on travaille 27 minutes. Parce qu'il y a l'administration pléthorique, toute la paperasse qu'il y a. Bon, il y a des gens qui ne font qu'imposer un tampon et c'est tout. Alors, ils font ça pendant justement 27 minutes, mais il y a d'autres personnes qui travaillent, qui fabriquent. Vous voyez, c'est le système. C'est-à-dire la main-d'œuvre égyptienne, quand les ouvriers, les ingénieurs, les docteurs, toutes les spécialisations, quand ils travaillent dans les pays étrangers, arabes ou pas, ils travaillent, ils sont mis dans un système bien défini. Et ils le respectent. Et leur productivité est assez... ça peut être comparé à la productivité de tout le monde. Donc ici... donc il faudrait que l'État prenne en charge... C'est ça. Mettre un système comme quoi le monde, les ouvriers, les fonctionnaires et tout, ils suivent le système strict et je suis sûr que tout va changer. Bien, voilà pour le cas de Singapour. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également rendu en Chine. Mais déjà, le président Moubarak, l'ancien président Hosni Moubarak, s'était rendu à 9 reprises en Chine. Oui. Et pourtant, nous n'avons pas constaté de concret dans l'évolution des relations sino-égyptiennes. Est-ce que la visite en Chine du président Abdel Fattah el-Sisi, cette fois-ci, portera-t-elle des fruits à court et moyen terme, monsieur Je pense que oui, parce que déjà, les projets qui ont été signés avec la Chine durant la dernière visite sont des projets assez importants. C'est-à-dire en plus que le train, le TGV qui est anticipé pour l'Égypte, ils ont signé des contrats pour, par exemple, une centrale électrique à base de charbon, déjà qui est faite. Le président Sisi a proposé 2 ou 3 projets, réclamation de 1,5 million de fédans, dont la Chine a déjà une expertise assez importante dans ce domaine. Il a proposé leur participation, encore une fois, dans les projets logistiques et les centres logistiques au canal de Suez et dans les industries moyennes et petites. Et déjà, la Chine, je pense qu'elle nous a donné un don 100 millions de dollars pour justement financer des projets moyens et petits. Donc c'est déjà un pas assez important vers la réalisation vraie de projets sur Terre. C'est ça. Vous partagez cette vous avez posé une très importante question. On avait beaucoup de visites avant. Ce n'est pas seulement au lieu du président Moubarak, président Sadat et Nasser et tout ça. On avait beaucoup de visites et vous avez dit où sont les résultats. Moi, je pense que c'est... C'est-à-dire sous Nasser, il y avait des résultats quand même. Oui, avec la Russie, oui, exactement. Moi, je vais vous dire, moi, je pense que c'est très, très important d'avoir une comité qui va être formé au gouvernement pour suivre les recommandations et tous les accords qui ont été signés, et toutes les discussions, pour avoir une communication avec les partis, les compagnies chinoises, par exemple, pour voir, c'est comme exactement qu'on avait les conférences économiques à Sharm el-Sheikh. On a fait tout ça et on a fait les conférences. Après les conférences, c'est très, très important qu'il y aura quelqu'un qui va suivre les résultats avec les pays, avec les compagnies et tout ça. Parce que si on a la visite et on va signer, on a plein des accords qui sont signés ici, en Égypte, avec les gouvernements. Mais comme vous avez dit maintenant, on n'a pas vu des résultats positifs. Alors c'est très, très important de suivre ce qui est... Et ça va se faire? J'espère, mais moi je ne sais pas. On va voir, on doit donner du temps. On va voir qu'est-ce qui va arriver après que le président va retourner. On va voir qu'est-ce que le gouvernement va faire.
Oui, j'ajoute juste un petit mot, c'est que à l'époque de Nasser, c'était une relation plutôt politique, parce que vous savez, la Chine à l'époque était complètement renfermée, mais maintenant la Chine déjà se transforme, et je pense que l'introduction du secteur privé, ça fait déjà une différence. Vous voyez dans le marché ici, il y a des voitures chinoises et les produits sont partout. Donc, si jamais il y a le transfert de technologie, et ce n'est pas une technologie très avancée, mais c'est une technologie qui peut nous servir, considérant la qualité de nos ouvriers et de notre main-d'œuvre, je pense que ça ira très bien avec de suivre l'exemple que la Chine a fait durant les dernières 10 ou 15 années. D'accord. Bien, est-ce que nous avons là une vue sur les festivités chinoises, justement avec une participation égyptienne, tout comme il y a eu une participation russe et celle d'autres pays également. On passe un petit peu vers la politique, et c'est une question que je vous pose, Monsieur Redan. Est-ce que vous constatez que les pays occidentaux ont beaucoup perdu à boycotter ces festivités chinoises? Définitivement, oui. Ce n'est pas professionnellement de boycotter quelque chose comme ça, parce que la Chine, ce n'était pas un pays, c'est un grand pays, c'est un pays très important, et on ne peut pas... La Chine compte à elle seule autant d'habitants, sinon plus, que l'Europe occidentale, exactement, plus l'Amérique du Nord. Exactement. Et économiquement, ils sont très importants aussi. C'est un pays maintenant qui a un pouvoir économique et politique au monde entier. Alors ce n'est pas un pas très professionnel. C'est pas intelligent. Non, pas du tout, de faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, elle a aussi fait la même chose avec la Russie. Et quand il y a eu le boycott des produits russes, la Russie a rendu l'appareil à l'Europe, et aujourd'hui, les agriculteurs en Europe se plaignent justement de ne pas avoir de débouchés russes. Oui. Et si nous avons aujourd'hui des kiwis italiens qui débarquent en Égypte à un prix modéré, c'est justement parce que les Russes ont cessé de vouloir les acheter. Exactement. Par contre, nos oranges passent maintenant en Russie, oui, ce qui est un avantage. Bien, que peut offrir l'Égypte à la Chine en tant que... une question de... Non, pas du tout. Que peut offrir l'Égypte à la Chine pour obtenir de la Chine ce qu'elle veut elle aussi? Bon, alors, premièrement, je sais que la Chine est intéressée aux concessions pétrolières. Donc, le profit de la Chine sera, si jamais elle investit dans l'exploration, etc., de pétrole et de gaz, etc., ce qui éventuellement va arriver, ça sera un produit. Je ne peux pas penser maintenant à des produits égyptiens qui peuvent être exportés en Chine, mais peut-être ce sera à base de légumes et fruits, peut-être. Mais en tant que la Chine est intéressée d'investir ici. On peut parler d'une Égypte qui serait plus reliée à l'Afrique et par conséquent qui ouvrirait plus l'Afrique vers la Chine? Certainement. Déjà, la Chine existe en Afrique. Mais ça, c'est le portail. Vous voyez, c'est normal. Ça, la communauté sahélo-saharienne, etc. C'est ça. Mais ça va se développer, oui, et les relations vont se fortifier, ça, c'est sûr. Et en plus, il y a des projets sur le plan urbanique et construction, etc. Encore une fois, un accord a été signé à partir de la nouvelle capitale. Un secteur assez important de cette nouvelle capitale sera financé et construit complètement par les Chinois, par la Chine. Donc encore, c'est un nouveau domaine qui sera profitable pour les deux
pays. La nouvelle capitale égyptienne qui serait entre au le Caire nord-est et au nord-est du Caire, exactement. entre le Caire et Suez. Et Suez, c'est à ça, peu c'est près, ça. là. Une grande portion de cette capitale sera complètement financée et construite par les Chinois, ce qui est déjà pas mal. Également, ils vont relier par voie ferrée Oui. ces constructions-là, ces C'est ça. quartiers, au reste du Caire. Oui. Le métro, déjà, il y a un projet, je ne sais pas si ça sera financé par les Chinois, mais peut-être oui, qui va relier le nouveau Caire avec la capitale, qui est justement une extension Des lignes. C'est ça. Moi, je vais ajouter aussi qu'on a le tourisme qui est très important. On a les tourismes des Chinois, oui, qui vont peut-être, on doit encourager le tourisme chinois qu'on peut venir ici en Égypte. Alors, il y a de plus en plus de Chinois qui se rendent justement à l'étranger ces temps-ci. Exactement. Alors, c'est très, très important d'avoir une promotion pour les Chinois, pour donner une idée qu'est-ce qu'il y a en Égypte ici, qu'est-ce qu'on les facilite, où on peut visiter, qu'est-ce qu'on a ici. Parce que peut-être, on n'a pas une représentation égyptienne à la Chine. Moi, je ne pense pas. Personne, peut-être aujourd'hui, jamais on a dit ça. Alors ça, il y a des Chinois qui commencent à venir. Oui, mais peut-être c'est important parce que ils dépensent beaucoup de l'argent et c'est ce sont beaucoup de touristes qui vont venir ici en Égypte. On a la Russie, on voit beaucoup La Russie envoie déjà, c'est le premier pays d'Europe qui nous envoie des touristes. Oui. Considérons que j'ai lu quelque part qu'il y a 90 millions de Chinois qui font le tourisme chaque année. Oui. Donc si jamais on réussit à avoir un 5% de ces 90 millions, c'est déjà pas mal du tout. Et puis les prix, jusqu'à présent, pour le tourisme en Égypte, sont bon marché, sont très compétitifs. Donc, par rapport à d'autres. C'est ça. Si on va comparer à d'autres pays. D'autres pays, oui. Ouais. Bien. Puissance économique internationale, la Chine ne semble pas être très intéressée par son poids politique. Pourquoi? Une question que je vous pose à tous les deux. Pourquoi est-ce que la Chine est plutôt dans le business que dans la politique? On l'entend souvent, elle suit plus ou moins ce que la Russie dit, mais elle ne s'extériorise pas vraiment dans ce domaine. Bon, alors, la Chine est déjà maintenant, depuis des années, un membre permanent dans le Conseil de sécurité. Donc, elle a une voix assez haute, entendue, et elle peut utiliser le veto si jamais elle a besoin. Donc, sur le plan politique, elle existe fortement. Ça va sans dire. Mais on l'entend pas. Oui, mais ce qu'il paraît que pour garder ses intérêts, elle peut très bien utiliser ce placement pour faire ce que bon lui semble, ou bien pour rejeter ce qu'elle ne veut pas. Mais sur le plan économique, vous voyez, les produits chinois envahissent tout le monde. Est-ce que nous pouvons garantir que les produits chinois qui sont exportés vers l'Égypte soient de même qualité que les produits chinois exportés vers l'Union européenne? Malheureusement, nos importateurs importent des produits chinois de deuxième ou troisième qualité. Cinquième classe. De cinquième qualité encore. Pourquoi est-ce que l'Égypte n'impose pas à nos importateurs une certaine qualité de produits, certes un peu plus cher, mais toujours beaucoup moins cher que les produits européens? C'est simple. Les importateurs européens et américains, ils ont sur place des messieurs qui sont responsables du contrôle de la qualité. Donc rien ne quitte la Chine sans être révisé et révisé par les représentants de l'importateur européen ou américain sur le plan contrôle de qualité. Il suffit de faire de même et on va payer, comme vous avez
Un peu plus je dis cher. un peu plus cher, Donc, mais un on produit- se rassure d'avoir une qualité comparable à la qualité des produits chinois qui existent en Angleterre. D'ailleurs, quand on se rend en Amérique ou en Europe en général, 9 sur 10 produits qu'on achète, c'est fabriqué en Chine. En Chine. Alors, c'est simple d'imposer sur les importateurs égyptiens d'avoir quelqu'un sur place, et la douane ici peut rejeter les produits qui ne sont pas du Conforme standard aux critères accepté. requis. C'est ça. Moi, je vais ajouter quelque chose de très important ici. Le marché égyptien ne prend pas la qualité des produits en considération. On prend le prix. On voit quel produit n'est pas très cher, et le moins cher, on va pour ça. Oui, mais si vous achetez c'est chaque le problème. année un appareil qui ne coûte pas trop cher, mais que vous devez en acheter un nouveau l'année Après, suivante, oui, mais ça finira par chiffrer. exactement. Mais on ne prend pas ça en considération. Les Égyptiens, ça, vous avez raison. Si je vais acheter Si j'achète un produit- mixeur chinois pour le faire Pour- marcher pendant pour quelques un an, mois et puis en acheter un autre ensuite, Exactement. Mais ça, c'est au bout de ce qui 2-3 arrive. ans, j'aurais payé un Exactement. mixeur allemand. Exactement. Le mixeur va rester avec vous peut-être 5 ans, l'autre va rester aux 10 ans, l'autre va rester avec vous peut-être 1 an. Alors, mais les Égyptiens, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations à ces produits-là. On croit que parce que c'est plus bon marché, on peut aller avec ça. Mais on ne sait pas que ça ne va pas fonctionner pour, comme vous avez dit Dans tous les maintenant, cas. oui, exactement. Alors, c'est très important de donner peut-être les médias, les communications, de dire la promotion des produits, que c'est très, très important d'avoir la qualité en avance, pas le prix. Est-ce que, en matière de qualité chinoise que nous avons en Égypte, sont de bonne qualité, de qualité comparable, là, pour ce qui est des voitures, puisqu'il est question de sécurité, ce n'est plus un mixeur dans une cuisine qui cesse de fonctionner, donc on ne peut plus prendre son jus d'orange ou sa limonade. C'est une voiture qui risque d'avoir de graves problèmes et de conduire à des accidents. Je vous dis quelque chose, c'est que la Chine ne fabrique pas, par exemple, les moteurs. Mais ils ont un accord avec le Japon, avec la Corée, d'acheter les moteurs des modèles juste l'année précédente. Donc le moteur est complètement fabriqué ou au Japon ou en Corée. Sur le plan carrosserie, etc., ça, c'est pas grand-chose. Mais je peux vous dire très sûrement que les voitures chinoises se comparent bien avec les voitures japonaises, coréennes. Et il se peut que le moteur soit un peu démodé, 1 an ou 2 ans plus vieux, mais à la rigueur, c'est un moteur excellent qui vient juste complètement fabriqué dans les autres pays. Donc oui, la qualité des voitures chinoises s'améliore de jour en jour. Moi, je vais vous dire, en Chine, on a des produits de première classe, si vous voulez, et la produit de 5e classe. Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez acheter, un importeur. Justement, M. Daffar avait dit que le problème, c'est que l'Égypte n'envoie pas, ou les importateurs égyptiens ne tiennent pas compte de la qualité et ne cherchent pas à envoyer des gens pour contrôler la qualité de ce qu'ils achètent. C'est ça. C'est ça, oui. Bien. Le président Sisi est aussi attendu, peut-être qu'il y est déjà ou cet après-midi, il doit arriver à l'Indonésie. Jakarta, oui. Justement. Alors avec l'Indonésie, qu'est-ce que vous pensez? L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde de par sa population. L'Égypte étant, et c'est un pays musulman sunnite, et l'Égypte étant le siège de l'Azhar, donc le siège du sunnisme international. Est-ce que l'Égypte peut profiter de ce rapprochement entre l'Indonésie et elle-même,
avec Je l'Indonésie vais vous dire. pour améliorer diverses relations et aussi peut-être, pourquoi pas, prendre exemple sur certaines choses en Indonésie, notamment au niveau politique. En Indonésie, ce qui est un pays musulman, c'est un État laïque, mais il y a aussi le Pancasila, qui est les 5 principes de foi en Dieu, etc., qui gèrent plus ou moins la politique indonésienne, sans entrer dans le détail des frondeurs extrémistes. Alors, est-ce que l'Égypte peut bénéficier de l'expérience en matière politique? Moi, je ne pense pas seulement en la matière politique. On peut bénéficier le modèle de l'économie que l'Indonésie a appliqué. Comme vous savez, depuis 40 ans, l'Indonésie n'était pas un pays, c'était un pays normal, très développé. Mais on avait suivi un programme économique et ils sont maintenant, on a changé beaucoup. Peut-être on peut prendre ce modèle-là, cet exemple-là, pour l'appliquer ici en Égypte, pour prendre cet exemple pour voir qu'est-ce que ces gens en ont fait. Et la même chose, c'est la Singapour. Oui. C'est la même situation. Alors, et je vais vous dire, l'Indonésie et le Singapour n'ont pas des ressources, rien du tout. Ah, l'Indonésie, il y a du pétrole et des forêts. Mais c'est pas... peut-être Singapour n'a rien. C'est tout petit. Oui. Mais moi, je veux dire avec l'Indonésie, c'est quand même un grand pays. Singapour n'a rien. Mais Singapour n'a effectivement pas grand-chose, oui. Pas quelque chose de significant. Alors, on peut prendre ces 2 modèles-là économiquement, on va voir qu'est-ce qu'on a fait et on ne peut pas imiter. C'est difficile. Mais on peut prendre des exemples pour les appliquer ici en Égypte. Oui, vous avez quelque chose? Non, je dis que n'oublions pas qu'il y a entre 4 000 et 5 000 étudiants indonésiens qui font leurs études à l'Azhar ici. Et puis ils ont trouvé une formule, comme vous venez de dire, de coexister entre les ethnicités différentes. Oui, on peut apprendre de ça. 85% de musulmans, exactement, mais il y a une minorité de chrétiens et 5% d'hindouistes. Mais ils coexistent parfaitement. Donc ça, c'est un exemple qui vaut être bien observé et peut-être suivi. Ça, c'est sur ce plan. Et le saut économique énorme que l'Indonésie a subi, c'était justement à cause des industries moyennes et petites. Et c'est justement, ils ont bien utilisé leurs ressources de population, parce qu'aussi ils sont assez populaires, c'est ça. Et c'est exactement le problème qu'on a ici. Donc si jamais on importe leur technologie sur ce plan, comment ils ont pu développer les industries petites et moyennes et appliquer le même système ici, je penserais que ça va être très, qu'est-ce qui nous a empêché de suivre l'exemple indonésien ces 20 dernières années? Vous l'avez dit au commencement, c'est que l'Égypte regardait toujours à gauche, vers l'Occident, Amérique, Europe, etc. Droite, c'était comme si nous avions un torticolis, on ne peut pas tourner à droite. Les gauchistes sont à droite et les socialistes sont à gauche. C'est ça, on ne s'est jamais donné la peine de voir, mais on lisait que les tigres asiatiques, etc., mais on n'a jamais pensé. Maintenant, je pense que c'est un pas assez important. Le Premier ministre déjà était en Indonésie en avril, et maintenant le président continue, il suit le même cours, et il est temps d'en profiter. C'est simple. Le mot de la fin, Monsieur Reda? Moi, je pense, je vais vous dire que c'est très important ce qu'on a dit maintenant, qu'on n'a pas concentré ces pays asiens au monde. Peut-être on a négligé aussi l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'Asie. On a concentré toute notre attention à l'Europe et les États-Unis.
Mais il y a des autres modèles, comme on a discuté aujourd'hui, en Asie, l'Indonésie, la Chine et la Singapour, qu'on a les mêmes circonstances comme nous. Avec les BRICS, les pays exactement, oui. Ils ne sont pas des pays qui sont très avancés. Oui. Ils sont dans des situations, des pays émergents. Similaires que nous. Dans des situations similaires. Alors c'était très important de prendre ces modèles-là et voir qu'est-ce qu'on a fait et peut-être prendre un peu des idées. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Reda. Vous êtes expert économiste. Merci également, Monsieur Raouf Jaafar. Vous êtes conseiller d'un fonds financier. Merci beaucoup de votre participation à cette édition d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de ce soir et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, mais avec d'autres équipes. Bon week-end.